J'ai appris énormément de choses sur moi-même, sur la capacité à dépasser ses propres limites. Je suis pas sûr, je peux pas le savoir, mais je suis pas sûr qu'en France, j'aurais dépassé les mêmes limites. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Arnaud Choup, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi de vous accueillir. On est là parce que vous avez 20 ans d'Alia. C'est ça, exactement. Voilà, ça commence à faire peut-être un peu plus ici que là-bas. Effectivement. D'abord, merci de me recevoir. Oui, donc je vais avoir 45 ans, 20 ans en Israël. Toute ma vie adulte en fait en Israël. Donc oui, c'est presque plus en Israël en fait. Ouais. Alors, vous avez décidé de faire votre Alia, pourquoi ? En fait, j'ai grandi donc en France, en banlieue parisienne. J'étais élève dans le système éducatif français laïque. Ok. Et j'ai fait mes études en France, des études d'économie. Et vers l'âge de 22 ans, 23 ans, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu sur l'identité juive, sur ce que c'était Israël. Et j'ai eu l'opportunité un petit peu par hasard de venir en Israël, découvrir dans le cadre d'un centre d'intégration par la gent juive. Ok, mais alors c'était des questions, on va dire, plus des interrogations sur le sionisme ou plus sur votre identité juive ? Alors sur l'identité juive en général, l'identité juive ashkénaze et séfarade en particulier, parce que je suis issu d'un mariage mixte. Et une envie de connaître un petit peu plus le judaïsme en fait. Donc pour moi ça passait par venir en Israël et découvrir en même temps le pays que je connaissais pas du tout. J'étais jamais venu en Israël en fait. Vous idéalisiez ? En fait j'avais pas d'idée ? J'avais pas d'attente particulière. Donc okay. Donc vous êtes venu au début pour juste apprendre l'hébreu, voir, etc. Voilà, donc j'étais dans un centre d'intégration, on pouvait y participer même si on ne faisait pas forcément son alia. J'avais fait une alia administrative, mais je n'avais pas forcément décidé de rester en Israël. Et après 6 mois dans ce centre d'intégration, j'ai rencontré des juifs du monde entier. C'est à l'Ulpan Etzion, il faut Voilà, l'Ulpan Etzion à Jérusalem. Ouais. Qui est je crois, le premier Ulpan en Israël, un des plus vieux. Et ça a été une très très bonne expérience en fait. C'était un peu une colonie de vacances à 24 ans. J'ai appris beaucoup sur Jérusalem, sur Israël. On a fait énormément de visites, donc c'était très intéressant. J'ai appris l'hébreu, j'étais dans une chambre avec 2 Américains, donc j'ai aussi beaucoup parlé anglais. Dès le matin, c'était réveil en anglais avec l'accent américain, c'était très particulier. Donc c'était une très très bonne expérience que je recommande. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment sur soi dans ces moments-là, quand on monte comme ça en Israël, quand on vient s'installer, alors qu'on n'a pas tellement... on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. D'abord, on commence à établir un plan sur ce qu'on a envie de faire. On apprend à développer de la volonté, à se dire qu'on met un genou à terre et qu'on se relève et on continue. Et c'est pas, l'intégration ne se fait pas facilement parce que la langue, elle est pas facile. Enfin, elle est très logique, mais il faut quand même l'acquérir, la maîtriser. Il faut comprendre la culture israélienne qui est très différente de la culture européenne. Donc c'est pas évident, mais ça vous renforce de le faire et de vous dire voilà, j'y arrive, j'avance, je m'améliore en hébreu, je deviens indépendant. Je me rappelle quand je suis arrivé au début, j'apprenais à compter avec des enfants en fait. C'était particulier, j'étais en Kita Aleph, j'étais en CP en fait. On redevient un bébé, quoi. Voilà, il faut tout c'est réapprendre. Alors, qu'est-ce qui a été un moment déclencheur pour vous ? Vous vous êtes dit, bon, je vais rester. En fait, c'est après l'Ulpan Etzion, j'ai trouvé un emploi dans une société de technologie. C'était les prémices des appels téléphoniques par Internet. Et ils recherchaient des anglophones, des personnes maîtrisant un minimum l'anglais, plus une autre langue. Et j'ai rencontré en fait ma femme. Une bonne raison pour rester. Voilà, exactement. Donc j'ai voulu donner d'abord une chance à la relation. Et donc je suis resté plus que l'année que que j'avais prévu. Et en fait, j'ai fait ma vie en Israël. Mm-hmm. Vos parents, ils ont réagi comment à cette époque-là ? Je pense que c'était pas évident pour eux. D'un côté, je pense qu'ils étaient contents de voir que j'avançais, que je faisais quelque chose, que je m'épanouissais malgré les difficultés. D'un autre, la distance, elle est pas, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas facile pour eux, comme elle n'est pas pour moi non plus d'ailleurs. Donc, ça passe pas, la distance. Non, c'est toujours compliqué. On a envie de voir ses parents, c'est normal, et sa famille, ma sœur. J'ai de très bons amis avec qui je suis en contact depuis 20 ans, qui ne sont pas forcément juifs,
que je vois jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas forcément envie de venir en Israël comme des gens de la communauté juive qui viennent. C'est à vous de vous déplacer et c'est pas. Bon, alors, en plus, en ce moment, c'est voilà, pas très, donc là, c'est un peu simple, compliqué. Ouais. J'essaie de rentrer toujours deux fois par an. Là, avec le corona, c'est un peu compliqué. J'espère que ça va se débloquer un petit peu dans les prochains mois. Alors, vous avez vécu dans une Jérusalem très perturbée à l'époque, en 2000. Oui. Donc, vous étiez fraîchement débarqué. Ça faisait pas très longtemps que vous étiez en Israël. Ah oui, ça fait quoi de vivre et d'être au cœur de tous ces attentats ? C'était vraiment difficile, surtout au début. C'était ça, comme je suis arrivé en janvier 2000, en septembre 2000, il y a Rosh Hashanah, l'intifada a commencé. Et là, il y a eu beaucoup d'attentats à Jérusalem, les bus. C'était une période angoissante. On prenait le bus, on était inquiets, on faisait attention tout le temps. Il y a une crise économique suite à l'intifada, parce que Jérusalem était très touchée en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a décidé de partir vers Tel Aviv, qui était plus le centre économique, pour trouver un emploi. Une fois qu'on s'est mariés, qu'on a commencé, on a fait un voyage comme tout le monde après le mariage. Donc on est parti après sur le centre du pays, on a atterri à Petah Tikva. Petah Tikva, qui était la ville de votre belle famille, on va dire. C'est ça. Voilà, quand même, vous aviez quelques attaches, mais enfin, une ville pas très francophone, même pas du tout francophone. Pas du tout. Mais en fait, ma femme étant israélienne et comme ensuite j'ai trouvé un emploi où je parlais français, j'ai pas ressenti le besoin forcément d'être dans une ville francophone. Ok, bah c'est tout. Ça s'est fait comme ça en fait. C'était pas prévu ni dans un sens ni dans l'autre. Ok, alors vous avez bossé à la banque Leumi pendant 11 ans. C'est ça. Dans un service, on va dire, où on s'occupait des francophones. C'est ça. Comment vous étiez perçu ? Alors, j'étais dans un service de gestion privée à la banque Leumi. Comment j'étais perçu ? Comme quelqu'un de, je pense, c'est difficile de parler de soi-même, mais de travailleur, qui refusait jamais des tâches parfois même difficiles. Une personne m'appelait Volvo, donc comme la voiture qui s'arrête jamais. Ou un autre, à l'époque, il y avait la publicité pour Hyundai, la réussite silencieuse, donc il m'appelait aussi Hyundai. C'était très automobile tout ça, mais voilà, c'était un peu, je pense que c'était la réputation que j'avais. Ça m'a permis d'évoluer au sein de ce service, de ce département, y travailler 11 ans, d'être responsable d'une équipe et de gérer, d'être un gestionnaire de clientèle senior en fait, à la banque Leumi. 20 ans après, vous pensez que vous auriez eu la même carrière en France ? Vous pensez que vous auriez évolué de la même façon ? Au niveau de la carrière, je peux pas vous dire, mais j'ai appris énormément de choses sur moi-même, sur la capacité à dépasser ses propres limites. Je suis pas sûr, je peux pas le savoir, mais je suis pas sûr qu'en France j'aurais dépassé les mêmes limites, on va dire. La volonté, la capacité à, même quand c'est difficile, à respirer un grand coup et à repartir et se dire ça, rester optimiste. Ou devenir optimiste quand on n'est pas assez. Donc c'est quelque chose que je pense que j'ai beaucoup appris ici. C'est contagieux, l'optimisme ici. De toute façon, je pense que c'est la base de ce pays. Si on n'est pas optimiste, on peut rien faire. Et puis d'ailleurs, les dernières nouvelles montrent qu'il y a des raisons d'être optimiste, au moins au niveau géopolitique. Exact, ça c'est vrai. Ça a dû vous faire un très plaisir, vous qui êtes là depuis longtemps, cet accord c'est avec vrai, effectivement. Bah, mon rêve, ça a toujours été de pouvoir faire comme on fait en France, un week-end en Jordanie, en Espagne. Plutôt on peut le faire, mais voilà, bon, ici, en Arabie Saoudite, c'est pour bientôt. Ce serait sympathique de dire, voilà, je peux prendre l'avion, partir faire une semaine de vacances à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. Bon, je serais qu'aller au Liban, je pense que ça serait exceptionnel, mais je pense pas que c'est pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, bon, ça va peut-être arriver. Alors, vous avez beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous travaillez dans une boîte qui fait, on va dire, de la gestion de patrimoine. C'est ça, je travaille dans un truc qui s'appelle Pioneer Wealth Management à Herzliya. Ouais. Donc après 11 ans, la banque Leumi, j'ai rejoint cette société qui existe depuis 1986, où en fait on accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine financier. La société donc existe et elle donne du service à des Israéliens, des investisseurs d'autres pays comme l'Afrique du Sud, l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et donc moi à l'époque j'ai créé le département francophone. J'étais le premier, d'autres personnes ont suivi. Aujourd'hui on est plusieurs à s'occuper d'une clientèle francophone. Est-ce que c'est un plus aujourd'hui d'être francophone dans le business ? Moi je suis surtout dans une partie très particulière du business, c'est la gestion de patrimoine. Donc oui, parce que j'aide beaucoup les gens dans tout ce qui est dans leur vie courante. En fait, beaucoup de gens ont fait leur alia ces dernières années. Vous avez une conception très large du service.
C'est ça, oui. Bah, en fait, je me suis rendu compte que les gens que je côtoyais, mes clients, en fait, avaient beaucoup de difficultés au quotidien dans la vie, avec la vie administrative, la vie culturelle, des problèmes qu'un Israélien va régler en 2 minutes. Eux, ça les angoisse et ils vont pas le traiter. J'ai énormément de cas, des courriers importants qui sont pas traités, qui peuvent avoir des conséquences parfois même négatives pour la personne, des frais supplémentaires qu'on peut traiter rapidement et qu'on peut éviter. Bien sûr. Par ignorance, par peur de la langue, quand on va en courrier par en difficulté, hébreu, non, mais c'est des gens qui sont habitués dans leur pays d'origine à tout faire eux-mêmes et subitement ils se retrouvent un petit peu bloqués. Donc pour moi ça fait partie du service en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut payer en plus, ça fait partie de l'éventail de services que je donne aux clients et je pense pas que je suis le seul d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose que vous avez développé ces dernières années ? Oui, l'accompagnement administratif fait partie maintenant complètement de notre façon de voir le service. Et ça m'arrive même des gens me contactent même s'ils ne sont pas forcément intéressés par la partie gestion de patrimoine. Ça m'arrive des fois de les aider un petit peu, donc oui, effectivement. Donc c'est pour tous ceux qui sont en Israël, qui ont ou des biens ou des comptes ou voilà, exactement. de l'argent et au lieu que ça dorme sur un compte, et ben c'est tout simplement voilà, c'est ça, le placer au mieux. Les gens qui vivent en Israël et où la devise est le shekel et qui ont des actifs en euros ou en dollars et qui actuellement n'ont pas de rentabilité, donc il y a des problématiques de change, il y a une envie d'avoir une performance, d'avoir un petit peu que l'épargne vous rapporte quelque chose quand même. Donc on établit avec eux un profil de risque et on investit pour eux les fonds, tout soit en partenariat avec le client. Le client n'est jamais déconnecté de ses actifs, bien sûr. Ça reste à la banque. On est homologué par l'autorité des marchés financiers. Et ensemble, on se voit régulièrement et ensemble, on gère le portefeuille de l'investisseur. Alors, depuis 20 ans, Israël a énormément changé, énormément évolué. Qu'est-ce qui est arrivé en Israël qui vous a fait vraiment plaisir ? Bon, effectivement, là, le dernier événement géopolitique est vraiment intéressant, mais c'est vrai qu'anecdotiquement parlant, la venue de Decathlon m'a fait énormément plaisir parce que j'étais un fan de Decathlon, à tel point que quand je rentrais en France, j'allais voir Decathlon juste pour le plaisir de voir un magasin Decathlon. Et donc, ces dernières années, ça fait, je pense, 2 ans maintenant, 2-3 ans qu'on a des magasins Decathlon en Israël, donc je suis très content. Vous dévalisez aussi j'arrête pas. Et en plus, je fais de la pub, donc j'ai beaucoup d'amis israéliens qui connaissaient même pas Decathlon et aujourd'hui, je les vois avec des produits Decathlon. Ça correspond tout à fait à la mentalité israélienne de toute façon, ce magasin. Exactement. Ça marche bien. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un Olé Hadash, quelqu'un qui est là depuis quelques années, qui souffre un peu de solitude, puisque malgré tout, parfois les gens sont, quand on n'arrive pas en issue, quand on n'arrive pas en groupe, les gens peuvent se sentir seuls. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous avez fait pour mieux connaître encore la société israélienne pendant votre temps libre ? Je pense que la première chose qui n'est pas forcément la plus facile, c'est d'avoir une très bonne connaissance de l'hébreu. Acquérir l'hébreu, je pense que c'est la base. Ça vous permet de parler avec votre voisin, de parler avec des gens. C'est pas facile, mais je pense que c'est le plus important. C'est ensuite s'intéresser un petit peu à l'héritage du pays, voyager. C'est un petit pays, mais il y a énormément de choses à voir. Moi, ça me fait. J'aime faire des vacances, être en vacances en Israël. Je ressens pas le besoin de forcément partir à l'étranger, mis à part pour voir tant mieux pour vous, mes parents. Je suis content je me suis habitué en fait et j'aime. Il y a une énergie particulière en Israël, je pense. Et même si j'aime beaucoup la France, j'ai beaucoup visité la France quand j'étais enfant. Mais je pense que c'est ça, c'est se connecter un petit peu au pays, à la culture, même à la tradition. Chacun a son niveau religieux, mais la tradition juive aussi, je pense qu'elle est très enrichissante. Et aujourd'hui, pour un francophone, je pense qu'il y a énormément de possibilités. Quand moi je suis arrivé il y a 20 ans, c'était beaucoup plus limité. Aujourd'hui... Qu'est-ce que vous pensez des gens qui travaillent en français ? Parce que tout simplement, comme il y a de plus en plus de francophones, il y a une demande, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des services en français. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour eux ? C'est dommage ? Est-ce qu'ils devraient malgré tout se mettre à l'hébreu ? Je pense que de toute façon, pour avoir une intégration la plus parfaite possible, l'apprentissage de l'hébreu, c'est important. Alors, avec les contraintes de chacun, mais après, au niveau professionnel, je pense que ça doit faire partie d'une construction de carrière. Si on est dans un emploi où on pense on va pouvoir évoluer et on va pouvoir
arriver à des postes un peu plus intéressants, avoir un salaire plus intéressant qui vous permette de vivre en Israël à moyen long terme, ça vaut le coup. Si c'est quelque chose de précaire, je pense qu'en Israël, surtout pour les nouveaux immigrants, il y a la possibilité de faire des études et donc de rentrer dans la filiale plus israélienne. Et là, ça vous ouvre beaucoup plus de portes, je pense, mais c'est après en fonction des possibilités de chacun et des contraintes surtout. Bon, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, d'avoir fait un petit tour comme ça avec vous. Ça donne de l'inspiration à d'autres, à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont peut-être envie de changer de carrière. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est possible en Israël. Ça se fait très souvent. Effectivement. C'est un pays très flexible, en fait. Donc, il y a énormément de choses, d'opportunités. Voilà, il n'y a pas de choses qui sont figées. Quand on n'aime plus, on peut se refaire, comme on dit, voilà, et changer de direction. En tout cas, merci d'être venu. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.